quoi vous jouez? Tout va bien. Vous êtes dingue. Il faut qu'il me voie. Elle enlève sa combi étanche. Dr. Banks. Je la laisse faire. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. Oh, je vais pas entendre ça, ça fait de la mousse. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Antoine commence à me lui briser une peluche. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Les élections présidentielles, la déclaration d'impôt, le taux du livret A et le cours des matières premières, tout nous ramène sur Terre. Alors aujourd'hui on décolle et on parle de science et de cinéma avec un invité exceptionnel, André Braque, astrobiologiste et chercheur au CNRS, les titres dont j'ai toujours rêvé pour devenir un personnage de cinéma. Alors venez, puisqu'on a notre portier. Écoutez-nous, si vous nous écoutez pas, vous allez voir. Ce soir, la science et le cinéma se rencontrent, la réalité scientifique, la vulgarisation et le cinéma, mais aussi la recherche d'autres planètes et d'autres formes de vie, telles que le 7e art, les mises en scène, seront évoquées en présence de notre invité. Bonsoir André Braque. Bonsoir. Alors tout d'abord, un immense merci d'avoir accepté notre invitation, parce qu'on trépigne depuis plusieurs semaines de vous accueillir, parce que c'est un thème qui nous touche beaucoup. On parle souvent du film de science-fiction, on a grandi avec des films de science-fiction, et puis on va mettre l'accent sur la science pour confronter justement toutes ces scènes que l'on a vues dans notre enfance, en grandissant, par rapport à votre regard scientifique. Justement, c'est ce qui va nous intéresser. Tout le monde trépigne d'ailleurs de participer à cette émission devant le poste également. Je suis très ému. Oui, effectivement. Alors surtout qu'on vous aime déjà beaucoup, car vous êtes un blagueur en conférence, ce que j'ai découvert sur Internet, ce qui n'est pas donné à tous. Au programme, au menu de cet après-midi, je peux avoir un peu de lumière sur la salle. J'aime bien voir ceux qui dorment. Merci, parce que ça me stimule. Si vous dormez, c'est que je ne suis pas assez bon. Donc... alors on vous promet de pas dormir et on vous promet d'être très très intéressé ce soir, parce que c'est vrai que pour le coup on est très emballé. Alors ce soir c'est donc une équipe de chroniqueurs chercheurs qui est réunie autour de la table pour nous accompagner et vous poser plein de questions. La chroniqueuse qui étudie la relativité du temps pour arriver à l'heure, c'est Rebecca. Elle est encore sur la route, c'est comme d'hab. Allez, bien, quoi, c'est bien. Le chroniqueur spécialiste de la tétravalence du carbone en milieu tropical, c'est Thomas. Mais bien sûr, avec plaisir. Tu peux nous en donner quelques news Non, pas tout de suite, je veux pas trop déflorer, quoi. Non, je comprends, il n'y a pas de problème. Non, on en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. Le chroniqueur qui a des posters de silicium chez lui, c'est Waïd. Oui, c'est pas moi. C'est gentil, bienvenue et merci à tous. Voilà. Le chroniqueur qui est là parce qu'il fait du basket, c'est Hervé. Ah, ça, bonsoir à tous. Alors, quel est le rapport? Pourquoi? Parce qu'il étudie la suspension de sa détente aérienne et au regard de ses compétences en la matière, c'est un vrai astronaute. Exactement. Voilà. Enfin, le technicien qui est féru d'octaglycine et qui sait les plis correctement, c'est Stone Cold Hervé, et merci pour la technique. Hervé, d'ailleurs, on te demandera tout à l'heure si tu sais nous épeler octaglycine. Est-ce que tu veux essayer maintenant peut-être? Non, pas tout de suite. Ok, d'accord. Qui se prépare avant. Alors, Rebecca vient d'arriver, elle s'installe, elle sera du côté d'Hervé pour participer à l'émission. Vous êtes sur RCF, nous parlons de science et de cinéma ce soir en compagnie d'André Braque. C'est impressionnant. Ouais. Allez, pour commencer, comme c'est une émission qui parle de science, de cinéma et qu'on va aller dans l'espace, je vous propose tout de suite de décoller. À tous de DDO, prêts pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
Allumage Vulcain. Décollage. En 2004, la sonde Rosetta est lancée et c'est ce que l'on vient d'entendre. Et pour commencer notre émission, je voulais d'abord vous poser cette question-là, puisque c'est vrai que vous êtes donc chercheur honoraire au CNRS, si j'ai bien compris. Oui, oui. Alors, si j'ai bien compris, je vous demande ça parce que j'ai vu plusieurs fois sur Internet des titres différents. Alors, j'ai vu exobiologiste, je comprends biologiste, j'ai vu astrobiologiste. Oui, c'est pareil. Alors, voilà. Je peux vous expliquer pourquoi. Volontiers. Eh bien, au début, on parlait d'exobiologie, donc, mais ce terme était impropre parce que ça excluait la Terre, et qui nous sert de référence. Et les Américains, 10 ans après, ont lancé un nouveau programme. Et quand on lance un nouveau programme, il faut changer de terminologie. Donc, ils sont astrobiologie, ce qui est pas mieux parce qu'il n'y a pas de vie dans les astres. Mais l'idéal, était de l'appeler cosmobiologie. Mais à l'époque, cosmos, ça sonne russe. Oui, et c'était impensable d'appeler une discipline avec une consonance russe. Tout à fait. Bah écoutez, c'est déjà. Mais actuellement, exobiologie et astrobiologie, c'est pareil. Bah écoutez, impeccable. Comme ça, on risque pas de se tromper. Ça fait deux mots compliqués que j'apprends en même temps avec vous. Alors, je voulais commencer avec Rosetta, puisque on en a un petit peu parlé juste avant l'émission. C'est un exemple pour beaucoup de spectateurs et puis pour nous, tout simplement, citoyens de la Terre, de la science qui dépasse la fiction. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, si un film nous avait montré l'aventure Rosetta avec une sonde qui, je le rappelle, a utilisé, je vais l'utiliser avec mes sources de base, mais la gravitation des différentes planètes pour arriver à se poser sur une comète. L'effet de fronde. Voilà, t'étais fort en physique, oui. Alors, si un film de fiction nous avait raconté ça il y a 10 ans, on aurait dit, mais c'est complètement dingue de montrer ça, c'est absolument incohérent. Et la première question que je vais vous poser, c'est, est-ce que pour vous, également, la sonde Rosetta, c'est la réalité qui dépasse la fiction à l'heure actuelle? Ah oui, c'est un rêve, hein, c'est un vieux rêve, des choses qui paraissaient irréalisables encore et qui se sont réalisées. Donc, c'est un rêve qui a été réalisé par des Européens, donc Cocorico l'Europe. Donc, l'Agence spatiale européenne marche bien. Et après un voyage de 10 ans, 7 milliards de kilomètres, la sonde européenne a rattrapé la comète sur sa trajectoire. Une comète qui file à 50 000 km à l'heure s'est mise en orbite autour de la comète et a lancé une petite sonde sur la comète, donc de 100 kilos, de la taille d'une machine à laver, et qui a rebondi malheureusement 2 fois et qui n'a pas fait tout son travail, mais c'est un exploit qui reste quand même extraordinaire et qui a été salué par les Américains qui ne l'ont pas encore fait. Donc nous sommes les seuls, nous les Européens, à avoir posé quelque chose sur une comète. Puis en plus ça touche votre domaine de prédilection, puisque là on essaie de découvrir aussi les origines de la vie sur Terre dont on va parler pendant notre émission, vu comment le cinéma essaie de le représenter tant bien que mal. On peut peut-être avec vous faire un bilan de ce qu'a apporté cette mission Rosetta jusqu'à maintenant, notamment dans les premières découvertes. Oui, le résultat principal, c'est la présence d'un acide aminé, qui est donc l'élément qui constitue les protéines, la glycine, qui est présente, donc qui conforte l'idée qu'une grande partie des ingrédients qui ont permis de démarrer la vie sur Terre dans les océans terrestres est d'origine extraterrestre et apportée par des grains cométaires. Donc c'est vrai que c'est une piste sur les origines de la vie sur Terre qui donne un peu le tournis, le vertige. Et c'est vrai que les scénaristes commencent à s'attaquer à cette question-là. Moi je voulais, parce qu'on va évidemment parler des films, on va confronter ça à la science comme on l'a dit dans l'introduction, mais par rapport à vous, je voulais demander si avec cette carrière dans la science, est-ce que vous avez eu le temps d'être cinéphile, et même si c'est en dehors de la science, quel film finalement reçoivent vos suffrages en fait, vers quel cinéma vous êtes penché En général, les scientifiques aiment bien la science-fiction parce que on aime beaucoup les efforts d'imagination. Donc déjà en tant que scientifique, on est obligé d'imaginer des scénarios pour expliquer, ou des scénarios pour expliquer des questionnements. Et donc en général, on part aussi du principe que beaucoup de choses qui ont été imaginées par des créateurs de science-fiction se sont réalisées plus tard. Je pense à Jules Verne évidemment avec les romans. Et je pense que c'est souvent des idées qui sont dans la tête des gens et qui sont concrétisées dans les films de science-fiction et qui deviennent réalité plus tard. Donc, et après, on aime aussi ces films. On est curieux de voir si dans ces films si ces films reposent sur des bases scientifiques ou pas. Et en général, on apprécie, je veux dire.
les films plutôt réalistes qui n'offensent pas trop les bases même de la physique. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions. C'est dans le même ordre d'idée, c'est ce que j'allais poser comme question. Quand vous allez voir un film, est-ce que le fait que éventuellement la réalité scientifique soit un peu travestie, ça vous gâche le plaisir du film, ou vous arrêtez à ça et vous dites ah non, ça c'est pas possible. Non, nous sommes de bons spectateurs quand même, tolérants parce on apprécie l'effort d'imagination. On apprécie aussi les moyens qui sont mis en œuvre. Par contre, on n'est pas bloqué sur la recherche du détail qui colle pas. En général, on est quand même pris par le scénario quand le scénario est bon. Par exemple, je pense à Contact, qui était en plus quand l'actrice est belle. Bon, ça aide beaucoup. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Et donc, en général, on se laisse porter par le film tout en restant vigilant sur les grosses anomalies, quoi. Et je veux dire que l'on remarque obligatoirement. Mais bon. Rebecca, de l'autre côté du miroir, tu avais une question. Oui, parce que moi, peut-être monter un peu ton micro, ouais. Oui, non, mais moi, c'est vrai que André, c'est vraiment mon film culte Contact. Et je voulais aussi avoir votre point de vue sur un film qui était sorti au cinéma, dont je crois il y a 2 ans maintenant, Interstellar. Donc vous parlez de dimensions, parce que ça joue un petit peu sur les dimensions en fait. La solution qui est trouvée à la fin de ce film, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'était réaliste ? Parce que ça parle du pont de Einstein-Rosen, ça parle de beaucoup de choses. Oui, la base scientifique est bonne. Bon, alors, c'est très romancé quand même. Bon, en plus, il y a un mélo, donc quand c'est même émouvant, ça reste compatible avec les hypothèses scientifiques. Le problème des trous noirs ou des trous de verre qui permettraient de communiquer rapidement entre deux pans de 2 galaxies. Bon, ça reste une hypothèse qui a des bases scientifiques, mais sans être vérifiée. Pour l'instant, on ne peut pas vérifier ce genre de choses. Oui, okay. Donc c'est vraiment une vraie recherche, parce que moi j'avais vu un reportage en fait. Il y a un laboratoire en fait qui travaille avec les studios américains pour justement que les films de science-fiction aient une vraie base scientifique. Et en fait, il paraît que ça passait par ce laboratoire, les scénarios passaient par ce laboratoire. Donc je voulais savoir ce que vous connaissez de ce laboratoire. Vous avez peut-être entendu parler de... Non, je connais pas ce laboratoire, mais je connaissais bien Carl Sagan, qui était conseiller scientifique pour Contact, et qui était un des meilleurs astrophysiciens qui est décédé il y a une dizaine d'années, qui était vraiment très très bon. Et donc, s'il donne son quitus, c'est que c'est vraiment sur des bases solides, au moins compatibles avec ce que l'on croit savoir, ou au moins les hypothèses qui sont les plus en cours. En tout cas, moi, Contact, ça m'a fait rêver. Je peux le voir et le revoir de toute façon, plaisir. Contact, Interstellar, les films dont on a déjà entendu le titre, on va en reparler tout à l'heure. On a des extraits même. Et oui, je laisse la parole. Oui, justement, par rapport à Interstellar, ce qui, moi, me frappe dans ce film et ce qui rejoint peut-être votre domaine de compétence, c'est cette idée dans le film où, en fait, l'homme va devoir obligatoirement se déplacer sur d'autres planètes. Parce que, dans le film, en fait, la planète se meurt. Et c'est un peu ce que vous cherchez, vous, à travers votre domaine scientifique, c'est aller chercher des autres briques du vivant ailleurs, dans d'autres planètes, mais on se dit pas que c'est juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. On a compris aujourd'hui qu'on est dans une planète avec des ressources limitées. J'ai notamment entendu, alors il faudrait que je vérifie, James Cameron qui a investi sur des projets où ils iraient chercher des minerais dans des astéroïdes. Donc on comprend bien qu'il y a puis c'est l'histoire de la vie, c'est l'expansion. On est sorti des océans et puis finalement on est sur Terre et puis un peu dans le ciel et puis c'est le lien avec Interstellar où on doit aller chercher la solution ailleurs et elle passe par ce que vous faites en laboratoire. Oui, il y aura un impératif absolu. Dans 3 milliards d'années, la Terre deviendra totalement invivable, puisque le Soleil est en train de grossir. Il va manger Mercure et puis la température sur la Terre sera tellement élevée que la vie sera impossible. On va bronzer plus vite. Dans ces conditions, il faudra impérativement trouver une planète de rechange. Ça, c'est clair. Pour l'instant...
les Européens sont plutôt sur une philosophie d'exploration. C'est-à-dire que on veut aller voir pour connaître, pour savoir si, pour répondre à un vieux questionnement et répondre un peu au questionnement qui était cher à Einstein, qui disait il est essentiel de ne jamais s'arrêter de questionner. Et c'est grâce à ce questionnement que l'humanité s'est construite sur une culture et sur une technologie. Donc pour l'instant, nous, on y va pour savoir, pour comprendre. Et les Américains sont plutôt sur une philosophie de conquête, puisque par leur histoire, avec la conquête des États-Unis, la conquête de l'Ouest, sont plutôt sur une philosophie de conquête. Et eux parlent plus de terraforming sur Mars, donc de rendre Mars habitable, avec différentes motivations, dont la Terre deviendra invivable, il faut s'installer sur Mars, et nous, Européens, en général, enfin les Français en particulier, on pense que il faut commencer par sauver la Terre, et que si on n'arrive pas à sauver la Terre, c'est pas la peine d'aller sur Mars pour bousiller Mars. Donc, Alors, on a parlé d'Interstellar. On chamboule un peu l'extrême. On va se mettre un petit extrait d'Interstellar qu'on va essayer sans vous raconter la fin. C'est juste quelques scènes de dialogue. Et puis après, on va y revenir directement discuter avec André Braque. Les êtres qui nous ont conduits ici, ils communiquent au moyen de la gravité, non? C'est ça. Il se pourrait qu'ils s'adressent à nous depuis le futur? Oui, peut-être. Ok, si eux le peuvent. Eux, ce sont des êtres en 5 dimensions. Ok, le temps pour eux peut très bien être une dimension physique de plus. Et le passé peut très bien être un ravin dans lequel ils peuvent descendre. Et l'avenir, une montagne qu'ils peuvent gravir. Pour nous, c'est autre chose, ok? Il a le droit d'être au courant. Ça n'a aucun lien. Alors c'était une des nombreuses répliques d'Interstellar qui donne le vertige. C'était un film pour lequel, à l'époque de la sortie, on avait même fait une émission spéciale à son sujet parce qu'il nous avait complètement ébahis à l'époque de la 3D. Il avait refusé cette mode de la 3D pour faire un film de science-fiction au moins aussi ambitieux que 2001, dont on va aussi avoir quelques mots. Justement, on a déjà parlé d'Interstellar, on va pas faire l'émission entièrement dessus, mais moi je voulais vous poser une question peut-être un peu plus large. Est-ce que en tant que spectateur ou en tant que scientifique, vous pensez que la science, elle a besoin d'être vulgarisée? On pourra jamais on aura toujours du mal à la représenter de manière aussi, je dirais presque laborantine que ce qu'on peut la vivre en tant que scientifique, ou en tant qu'étudiant, ou en tant que tout simplement féru de science. Absolument, il y a un besoin impérieux de partager ce que l'on a appris. Et je pense que c'est un devoir, d'ailleurs c'est inscrit dans les statuts du CNRS, donc tout chercheur doit consacrer une partie de son temps pour partager son savoir. Et je cite souvent Sénèque qui a dit « Les plus belles découvertes cesseraient de me plaire si je devais les garder pour moi ». Donc c'est aussi un plaisir personnel que de partager. Et les films sont une manière de partager cette connaissance. Je crois que l'humanité a réussi à construire une connaissance. Et nous vivons une période exceptionnelle où, par exemple, en astronomie, on voit naître des étoiles, on voit mourir des étoiles. Et donc, on commence à avoir maintenant accès à des phénomènes spatiaux et exceptionnels qui étaient totalement inconnus jusqu'à présent. Donc on vit une époque formidable et il faut partager cet enthousiasme, cette admiration devant les découvertes. Donc ça me paraît un excellent moyen de sensibiliser le public, parce que le cinéma est quand même un moyen parmi d'autres, avec la télévision et avec l'écrit, etc. D'ailleurs, c'est pas un très joli mot, vulgarisation. On pourra plutôt dire. Ça vient de vulgus, le peuple, quand même. Oui, avec le sens de vulgaire. C'est vrai que populaire, le peuple n'est pas vulgaire, quand même. Non, tout à fait. Mais c'est vrai que dans le sens où on l'utilise le plus souvent. Absolument. Je suis d'accord. Moi, je maintiens vulgarisation, même si vulgaire a une mauvaise connotation, mais néanmoins partage des connaissances. Il faut un mot court, et je crois que vulgarisation, ça va. Et puis à travers le domaine culturel, on peut aussi susciter des vocations. C'est ce qu'on verra après avec une série célèbre des années 60 qui a suscité tout un tas de vocations dans le domaine des sciences. En termes de vocation, vous citez d'ailleurs souvent l'exemple de votre prof quand vous étiez au lycée de mémoire, qui relatait une grande découverte sur les acides aminés, si je dis pas de bêtises. La synthèse de Miller, voilà. Et qui vous a, sur laquelle vous basez votre vocation. Et c'est un moyen comme un autre, évidemment, de aussi créer des vocations. J'interviens beaucoup je vais aller à Tours bientôt, dans des lycées pour justement
essayer de partager justement cette joie de découverte, et puis aussi pour susciter les vocations, pour montrer que la science peut être un plaisir. C'est Christian Deleuve qui écrivait: j'ai connu quelquefois le plaisir d'apprendre et quelquefois la joie de comprendre, ce qui est formidable. Avoir la possibilité de comprendre maintenant beaucoup de choses de la vie sur Terre et de la vie possible dans l'espace. Oui, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Oui. Rebecca. Oui, André Braque, je voulais revenir vers vous parce que j'ai eu l'occasion de travailler au CNRS à l'accueil et j'ai vu que tous les ans, en fait, il y avait des concours intercollèges organisés pour justement des enfants se mettaient par groupe en fait pour voilà, donc c'est aussi un moyen d'appréhender les sciences et pour moi j'ai vu des petits projets super quoi. Oui. Des enfants sont vraiment plein d'imagination et plein de ressources. Hein. Oui. Donc c'est un vrai plaisir. On a même, les cosmologistes, ceux qui étudient l'origine de l'univers, ont des problèmes avec la notion de temps. Et donc, parce que nous, on a un bagage culturel qui fait qu'on est très marqué par notre éducation, notre formation. Et quelquefois, il faut appel à des philosophes et quelquefois des enfants qui ont un esprit neuf pour avoir une approche différente de la notion de temps. Et c'est intéressant. Et puis il y a presque quelque chose qui nous rapproche à l'enfance, à vouloir absolument. découvrir l'immensité de l'espace. Alors, Wade, tu nous avais préparé quelque chose sur les cinémas qui inspirent la science. Alors, on va se faire une petite pause musicale d'une 30aine de secondes avec John Williams, on va être en bonne compagnie. Et puis, tout de suite après, on va voir justement comment le cinéma peut lui inspirer la science avant de revenir sur les recherches d'autres formes de vie et puis la vie sur les exoplanètes. C'est parti. Précision, il y a des éclats, et dans les éclats sont apparues les mêmes structures que dans la météorite de l'Antarctique. Donc ça veut dire que ce que l'Américain voyait comme une bactérie martienne n'était pas une bactérie martienne fossilisée. Donc le Tatooine a deux histoires, l'histoire de
de la planète avec 2 étoiles, et puis de cette météorite qui ne contient pas, ou qui a permis de démontrer que la météorite de l'Antarctique ne contient pas de fossiles martiens. Star Wars inspire la science. Absolument. Et on va voir si le cinéma inspire la science avec toi, Waïd. On va se mettre cet extrait juste après, hein, parce que ça, c'est justement un extrait très important pour nous. C'est Premier Contact dont on va parler tout à l'heure. Également, puisque c'est un des films récents sur la question. La science intéresse le cinéma et l'influence, mais l'inverse est aussi vrai. On a pu le voir tout à l'heure avec vous, André Braque. On débute avec le préambule de cette émission, le décompte. Eh ben, le décompte, il est né au cinéma. Le décompte des fusées, c'est en 1929, Fritz Lang qui dévoile son 2e long métrage de SF, La femme sur la Lune, une épopée spatiale et poétique. Alors lorsqu'il tourne la scène du décollage de la fusée, le réalisateur décide d'ajouter un décompte pour apporter de la dramatisation. Et en fait, un procédé que reprendront les agences spatiales et autres films par la suite. On parlait tout à l'heure de vocation, c'est la saga, vous l'avez peut-être trouvé chez vous, la saga Star Trek dans les années 60 qui a fait naître moult vocations. Elle est aussi à l'origine d'innovations, vous en parliez tout à l'heure André, qui font désormais partie de notre quotidien. Par exemple les cellulaires manipulés par Kirk et son équipe en première version sur les premières versions de nos smartphones actuels. Et puis une anecdote, c'est l'équipe de Star Trek, je vais y arriver, qui a eu le premier l'idée des portes coulissantes. D'accord. C'est né dans Star Trek, et puis on a vu ça à la télé, puis pas mal de gens, notamment dans les hôpitaux, leur ont dit on veut la même chose, sauf que c'était fait avec des poulies. Et les gars qui tiraient derrière. Attends, ça a fait de l'embauche. Et puis Rebecca, vous en parliez tout à l'heure, le génie derrière les cinémas, il y a un labo qui travaille dessus, puis il y a aussi Kip Thorne qui a travaillé sur Interstellar, physicien théoricien, il a travaillé sur la plupart des films de Christopher Nolan, qui lui veut pas dire trop de bêtises, de Memento au Prestige en passant par le dernier film qu'on a évoqué. Sa théorie sur les trous noirs, c'est lui qui a nourri Interstellar. Et puis on peut dire aussi qu'en 7 ans, les scientifiques de la NASA ont été sollicités plus de 1500 fois pour des films, des livres et des séries télé. C'est pareil, hein, c'est impressionnant, hein, et merci beaucoup parce que là on apprend plein de choses depuis le début de l'émission. D'ailleurs on devrait faire ça toutes les semaines. Apprendre des choses. C'est peut-être un peu loupé depuis septembre. Il faut garder André en fait. Voilà, vous devez rester le dénominateur commun. Il faut absolument vous rester avec nous, ça va vous faire du bien. Et non, c'est vrai que pour le coup, ces rapports-là en disent long parce que le cinéma s'accompagne des découvertes scientifiques parce que il s'accompagne aussi de ses découvertes techniques également, et c'est souvent la technique qui le pousse à créer de nouvelles formes de récits qui inspirent souvent d'ailleurs ceux-là, hein, notamment la 3D qui a donné envie de refaire de l'exploration spatiale. Ça a joué évidemment énormément avec les cinéastes qui avaient envie de revenir à ça. On avait tendance à les cliver, c'est-à-dire il y avait les scientifiques et il y avait les films, et en fait les deux ne s'entendaient pas, et en fait c'est vraiment dommage parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est complémentaire, et comme vous le disiez tout à l'heure, une idée qu'on voit dans un film peut être après travaillée par des ingénieurs pour être concrétisée, et inversement. J'avais une frustration, j'avais parlé avec un maître de conférence, un chercheur en robotique qui lui détestait Asimov. Donc du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de relier ces deux domaines plutôt que de les opposer. Alors on va y enchaîner 2 sons pour un petit peu se reposer quand même parce qu'on parle beaucoup et puis avec plaisir, hein. On va en fait écouter la bande son d'un film qui est absolument incontournable pour tout fan de science-fiction, puis même probablement pour tout scientifique, 2001 avec la fameuse découverte du monolithe dont on sait toujours pas forcément exactement la signification aujourd'hui, hein, il y en a tellement. Et puis après on va entendre un bout de la bande-annonce de Contact dont on a déjà parlé de Robert Zemeckis, et on se retrouve juste après, on va parler de la recherche d'une autre forme de vie, hein, ça donne aussi le vertige. À tout de suite.
on est de retour. Vous êtes sur RCF, Loiret. On est avec André Braque. On parle de science et de cinéma. Et on a déjà le vertige au bout d'une demi-heure d'émission. Il nous reste rien qu'une demi-heure encore. On a tellement de choses à dire. Et on part à la recherche d'une autre forme de vie. Alors, on a entendu la bande-son de 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Bon, je vous demande pas si vous l'avez vu. Je pense que c'est incontournable. Mais justement, est-ce que ce film-là, qui avait une ambition tellement démesurée qui donne encore le vertige aujourd'hui, est-ce que déjà tout simplement quel regard vous avez dessus au plus simple? Émerveillé, oui. Comme, ça, comme vous disiez tout à l'heure au début, regard d'enfant. Oui. C'est vrai que et puis on redécouvre toujours des choses en le revoyant, quoi. C'est assez fabuleux de voir ça, et on a limite l'impression que ce film est absolument hors du temps, quoi, et d'avoir une telle avance sur nous aujourd'hui, alors qu'il a pas loin de 40 ans de mémoire. 68. Ah, voilà, donc il est assez vertigineux. Et puis après on a entendu Contact, et je pense qu'on peut de manière personnelle, je pense qu'à partir de 97 et ce film de Robert Zemeckis, on peut dater le retour du cinéma vers une science-fiction beaucoup plus crédible, réaliste, parce que Contact, ça a eu un succès, alors pas forcément en salle démesuré, mais il est devenu culte, ce film-là, parce qu'il évoque forcément quelque chose qui nous donne le vertige depuis très longtemps, et puis le fameux paradoxe de Fermi, pardon. Fermi, hein. Non, Fermi, c'est l'insecte. Fermi, faut pas se tromper. Fermi. Voilà. Bon, alors je vais le citer de mémoire. Il y a deux hypothèses, où nous sommes seuls dans l'univers, où il y a d'autres formes de vie, et les deux hypothèses sont toutes les deux terrifiantes. Et justement, la question qu'on voulait vous poser, je pense, tous autour de la table, c'est est-ce qu'il faut chercher d'autres formes d'intelligence? Alors vous allez me dire oui, mais qu'est-ce qu'on cherche exactement? La recherche d'une vie extraterrestre, pour nous, pour tous les chimistes qui essayent de comprendre l'origine de la vie sur Terre, comment la matière devint vivante il y a environ 4 milliards d'années dans les océans de la Terre, pour nous, ça fait maintenant plus de 60 ans qu'on essaye, quand je dis nous, tous les chimistes, essayent de reproduire ce type de chimie en tube à essai, donc de créer de la vie très simple dans un tube à essai, et nous ne sommes pas encore arrivés. Qu'est-ce qui vous manque? On a le décor, on a quelques personnages, on n'a pas le scénario. Donc, ça peut s'arranger. Et c'est pour ça qu'on envie les cinéastes. Ils ont tout sous la main, l'imagination, ils peuvent construire un scénario. Donc on n'a pas le scénario, donc on n'a pas été capable, on sait ce qui ne marchait pas, ce qui est trop compliqué. On a fait fausse route pendant très longtemps. On voudrait être absolument certain que ce scénario est relativement simple. C'est comme une recette de cuisine. Hein. Si elle est très simple, les chances de réussite sont réelles. Si la recette est extrêmement compliquée, les chances de réussite en laboratoire sont beaucoup plus difficiles, et la possibilité d'avoir la même recette ailleurs devient beaucoup plus compliquée. Donc, pour nous, c'est impératif d'avoir le fameux numéro 2, d'avoir un deuxième exemple de vie à partir des mêmes ingrédients, des mêmes personnages, du même décor que celui qui a démarré la vie sur Terre. Donc actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des décors identiques et on a des personnages identiques. Donc si la vie sur Terre a démarré d'une manière relativement simple, elle a de fortes chances de pouvoir démarrer ailleurs. Donc pour l'instant, on a vraiment beaucoup de théâtres où la scène, la pièce est possible. Pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi à en trouver une seule vivante. L'image est magnifique, hein. C'est vrai que pour le coup, la question sur la vie extraterrestre donne le vertige. Bon, vous y croyez tous autour de la table, évidemment. Bien sûr. Moi j'ai voté pour, dis-moi. Je suis pour la vie extraterrestre. C'est notre hypothèse de travail. Nous n'affirmons pas que la vie existe. Nous disons simplement, nous avons de bonnes raisons de rechercher si elle existe. Oui, c'est voilà. Toute la nuance qui est assez importante. Alors le cinéma s'y est essayé évidemment, et s'y essaiera tout le temps. Et il y a un film ces dernières années qui nous a vraiment donné mal au crâne là-dessus. Il s'agit de Prometheus. Alors on va écouter un petit extrait pour justement parler de la façon dont le cinéma représente l'autre et l'altération en dehors du système solaire.
Monsieur Ravel, Monsieur Jones, on descend. À vos ordres? Oui, commandant. À tout le personnel, ici le commandant. Attachez-vous pour l'entrée. Atmosphère 71% d'azote, Seconde, attendez. 21% d'oxygène, des traces d'argon. Voilà, ça le temps sur la planète. C'est comme chez nous. On vire de bord. On va s'en servir comme point d'entrée. On va s'engager dans le passage. Là, par là. Dieu ne trace pas des lignes droites. Cette vallée. Commandant, vous pourriez nous y faire atterrir? Phase d'atterrissage. Passage en manuel. Phase d'atterrissage. Ouais, ma puce. Ouais. On se pose dans 5 secondes. On attend. 4. Alors, Dieu ne trace pas des lignes droites. C'est vrai qu'on rigole à peu près aux mêmes répliques. Hein. C'est-à-dire qu'on sourit là sur la version française. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours une petite perte, mais c'est vrai qu'il y a des répliques qui sont très drôles. Hein. Il y en a une qui vous a fait réagir, je pense. C'est ça le temps sur la planète. Ouais. Parce qu'il y avait de l'argon. C'est pas très bon pour la santé a priori. Il y en a trop. Il y en a un petit peu dans l'atmosphère terrestre, mais très peu. D'accord. Moi, je me suis jamais essayé. Thomas, peut-être. L'argon, non. Non. Alors, Prometheus part d'une hypothèse dès la scène d'ouverture. Il essaie d'expliquer les origines de la vie, justement, et on est en plein dans votre thème de prédilection. Bah, Thomas, on peut peut-être raconter là cette ouverture de Prometheus. Voilà, on s'ouvre sur une Terre, on soupçonne que c'est la Terre, très sauvage, et un vaisseau. Alors là, on est obligé de le traduire comme ça, hein, c'est ce qu'on voit. Vaisseau extraterrestre atterrit et on sort un extraterrestre, on est obligé encore de le qualifier comme ça, et qui, on va le dire comme ça, qui ensemence à la limite la Terre. On a l'impression que c'est une petite poussée, une sorte de petite pointe qui dit, voilà, tout est là, moi je donne mon petit plus et ça va fonctionner. C'est l'étincelle. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est pas possible dans l'idée que dans l'imagerie que ça a été fait, je pense pas, mais est-ce que ça vous parle, ça? C'est peut-être inspiré de la cristallisation. Lorsque vous avez des solutions sursaturées en sel et que vous ajoutez un cristal, tous les cristaux se forment instantanément. Donc ça, c'est quasiment magique. Et c'est peut-être ça. Bon, difficile de se prononcer sur ce genre de phénomène pour la vie. D'une part, on ne considère pas que la vie sur Terre a été apportée par une petite graine de vie extraterrestre, parce que ça ne résout pas le problème de l'origine de cette petite graine. Oui, il y a quelque chose de magique. Vous faites repousser le problème sur une autre planète, et la question suivante, mais comment la vie est-elle apparue sur cette autre planète? Donc la panspermie, pour l'instant, nous avons pu démontrer qu'elle était possible, parce que pour qu'il y ait panspermie, il faut qu'il y ait éjection d'une planète mère. Des travaux sont faits pour, lorsque vous avez un impact qui frappe une planète mère en oblique, creuse un trou, arrivé au fond du trou, il y a explosion, donc tout ce qui est au-dessus est projeté dans l'espace à des très grandes accélérations, et des chercheurs ont mis des bactéries sous forme de spores dans des accélérateurs à 1 million de fois la gravité terrestre, et elles résistent. Donc le départ est possible, le voyage spatial est possible, puisque d'autres collègues mettent des bactéries sur des satellites, sur la station internationale, et elles résistent au voyage, et d'autres regardent l'impact au moment de l'arrivée sur la planète Terre, et le choc ne détruit pas, donc ils mettent des bactéries dans les balles de fusil, tirent dans les sacs de sable, et la bactérie résiste. Donc mais ça ne veut pas dire qu'elle a eu lieu. Pour l'instant, les traces de vie sur Terre les plus anciennes remontent à 3,8 milliards d'années. On pense que la Terre était habitable il y a 4,2 milliards. Donc on a largement le temps de faire toute la chimie, la soupe, la recette sur Terre. Donc on n'a pas besoin de la panspermie. Si demain vous me sortez un fossile, un microfossile, donc de micro-organismes fossilisés, vieux de 4,2 milliards d'années, je dirais là, ça commence à poser problème, parce qu'on n'a plus suffisamment de temps entre le moment où la Terre est habitable et l'apparition de la vie. Donc il faudra peut-être faire appel. Mais je vais chercher ça. Ah oui, je l'ai dans ma poche d'ailleurs. Oui, il sait faire plein de choses. Je suis preneur. Magicien. Moi je me pose une question, c'est s'il y a de la vie ailleurs, est-ce qu'il faut que les conditions soient comme sur la planète Terre, ou est-ce qu'on peut avoir des conditions, une planète complètement différente? Alors, en termes de chaleur, en termes d'eau,
Alors, ce que nous cherchons, quand je parlais de décors, on cherche des décors qui ressemblent au plus près du décor qui a permis l'apparition de la vie sur Terre, à savoir de l'eau à l'état liquide, même en assez grande quantité, petite mer, plus qu'une petite mare, et des ingrédients. Pour faire la soupe primordiale, les ingrédients, ce sont des molécules qui sont construites sur la chimie du carbone. Et il y a 3 sources qui sont possibles. L'atmosphère, mais c'est pas terrible parce que l'atmosphère il y avait beaucoup de CO2 et il est extrêmement difficile de faire de la chimie du carbone à partir du CO2. Il y a les geysers au fond des océans, mais là, on n'a pas trouvé encore de briques du vivant fabriquées dans ces geysers. Et la 3e filière possible, c'est la filière extraterrestre. Donc, on importe les ingrédients qui tombent dans les océans et qui démarrent la vie. Donc, c'est ce qu'on cherche ailleurs. Et donc, sur une planète, pour que la vie démarre, il faut qu'il y ait à la fois de l'eau, des océans, et à la fois une atmosphère, parce que sans atmosphère, vous n'avez pas le couvercle pour maintenir l'eau. Et donc, si vous avez une atmosphère, vous avez un frein pour les micrométéorites. Donc, pour l'instant, on a quand même une 40aine d'exoplanètes qui sont comme la Terre. Et puis on a eu aussi l'étude d'une des planètes l'un des satellites de Saturne. C'est Encelade, je crois, oui. Avec un océan qui serait un aquifère à l'intérieur, oui, parce qu'il y a des geysers en surface au pôle sud qui pourraient provenir d'un grand réservoir d'eau à l'intérieur de Titan, qui est une lune de Saturne, effectivement. Titan. Alors c'est vrai que là, dès qu'on entend extraterrestre, tout de suite on trépigne. Et les scénaristes et les cinéastes également. Tu as un monstre au fond de toi. Ces types ont piraté la navette où tu étais. Et ils ont vendu ton cryotube à cet homme-là. Il t'a mis un alien à l'intérieur du corps. Un spécimen très agressif. D'ici quelques heures, il va sortir en te crevant la cage thoracique. Et tu vas mourir. D'autres questions ? Ah oui, c'est vrai que c'est une question existentielle. Hein. Un alien va venir vous déchirer la poitrine. A priori, la journée s'annonce mal. Alors, je rebondis du coup parce que c'est vrai qu'on parlait, on est dans la bactérie, vraiment le domaine du microscopique. Hein. Est-ce que vous êtes en tant que spectateur, vous sentez parfois rabat-joie à votre côté scientifique quand vous voyez que les cinéastes ont envie de découvrir des créatures extraterrestres qui sont finalement ils nous ressemblent, ils sont très anthropomorphes. Si je prends un mot de 5 syllabes à peu près. Attention. Je veux dire, comment vous sentez ça ? Vous êtes partagé quand vous voyez que clairement le cinéma vous cherche à montrer l'autre toujours à notre image. Est-ce qu'on doit s'attendre à ça ? Ou est-ce que le cinéma part dans une direction complètement improbable ? C'est une question que me posent souvent les scolaires. À quoi ressemblerait c'est une question qui est sous-jacente. À quoi ressemble si d'abord quand on pose la question, est-ce que vous souhaitez rester seul sur Terre dans l'univers ou bien avoir des copains ? En général, on préférerait avoir des copains ailleurs. Alors à quoi ressemble-t-il ? Alors sur Terre, nous avons développé une culture et une technologie lorsque la vie est sortie de la mer, sortie de l'eau. Donc on pense qu'il faut, pour que ces extraterrestres existent, on voit mal des extraterrestres purement marins développer une intelligence ou une culture. Et donc, quand vous sortez sur la Terre, ou bien vous prenez racine, les plantes, ou bien vous vous déplacez. Pour se déplacer, il faut quelque chose pour se déplacer. Deux jambes, ou 3 jambes, ou 4 jambes. Enfin, il faut un mode de locomotion. Et si vous vous déplacez, il faut voir. Donc, il faut quand même voir où on va. Donc, évidemment, vous allez me dire, mais vous ne faites que reproduire nos fonctions principales. Ouais, mais enfin, il y a quand même des fonctions qui sont nécessaires à minima, je dirais. Et si vous vous déplacez et si vous voyez, il faut un système de coordination, un petit ordinateur. Donc, un cerveau. Oui, un cerveau. Ou quelque chose qui ressemble, qui permet de coordonner vos mouvements. Vous ne pouvez pas imaginer. Évidemment, dans l'eau,
c'est plus facile de se déplacer sans coordonner trop vos mouvements. Je pense que les pieuvres arrivent à se déplacer en bougeant un peu dans tous les sens, mais sur Terre, il vaut mieux bouger dans le même sens. Donc, Mais il y avait une hypothèse dans le tout dernier Star Trek qui est sorti en salle qui était très intéressante, qui disait notamment, en gros, qui expliquait, parce que c'est vrai que les spectateurs des années 70 sont grandis, et maintenant ils veulent la rationalité scientifique. En gros, pourquoi tous les êtres de toutes ces planètes qui sont distants de 50 millions d'années-lumière sont avec 2 bras, 2 jambes. Et l'hypothèse qui était, j'ai pas vu le film, hein, mais en gros c'est que plusieurs planètes auraient été justement ensemencées par un même ADN type qui est le nôtre, avec plusieurs variantes, et on connaît pas forcément l'origine de tout ça. Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Interstellar, mais c'est vrai qu'il y a un besoin de science maintenant, avec tous les derniers événements, et puis la découverte scientifique qui fait progresser le cinéma, qui vraiment vient directement nous raccrocher à ça. Je sais pas, est-ce que autour de la table, si vous avez encore envie de rêver, ou vous sentez, vous, en tant que spectateur, comme André Braque, parfois on a envie de rêver, ou on veut être rationnel? Ah non, moi il faut que le film quelque part me transporte un peu plus loin que ce que j'imagine, et je trouve ça assez sympathique, je veux que le film soit assez enthousiaste. C'est-à-dire, Interstellar, bon, en dehors de toute autre considération, je trouve que c'est un film assez positif. Ça nous dit, voilà, il faut chercher, il faut y aller. Après, effectivement, est-ce qu'on cherche pour une raison un peu plus mercantile et un peu moins philanthropique? Voilà. Oui. Mais je trouve ça positif, moi, ça. Donc, ce discours-là, ça commence à revenir, et c'est plus annexe là, mais est-ce que finalement comment je vais dire, les budgets qui sont alloués, je sais pas si vous savez ça, les budgets, non mais pas en tant que budget, mais est-ce que vous sentez que ça continue, que l'exploration, il y a un effet d'entraînement, voilà, est-ce qu'il y a toujours un effet d'entraînement sur l'aspect spatial, l'exploration spatiale, ce genre de choses? Parce qu'on a senti quand même une baisse dans les années 80-90, où il y avait moins de c'était moins relayé. Nous, ça nous paraissait moins extraordinaire d'aller dans l'espace. C'était un peu plus banal avec la navette américaine. Et là, j'ai l'impression que ça reprend. On se dit, il faut le faire. Ça n'a jamais beaucoup baissé. Hein. Je pense que actuellement, Hubble qui nous fournit des photos fantastiques de l'univers, avec des photos, je crois qu'il y a sur une photo, on voit plus de 5000 galaxies, donc c'est extraordinaire, va être remplacé en 2018 par le James Webb télescope, donc qui sera encore plus puissant. Avec Hubble, on a pu voir des galaxies qui se sont formées peu de temps après le Big Bang, donc on arrive à voir l'âge, parce que comme l'univers est en expansion, la lumière devient de plus en plus rouge, et plus c'est rouge, plus c'est vieux, plus c'est loin. Et donc avec James Webb, on verra encore plus rouge qu'avec Hubble. Donc on verra encore des galaxies qui se sont formées beaucoup plus près du Big Bang. Donc c'est formidable. On a également des grands télescopes qui sont montés au Chili actuellement, c'est le VLT, le Very Large Telescope, qui donne des photos magnifiques, et on est en train de monter le ELT, extrêmement large télescope. Donc, d'accord. Oui, donc ça continue, c'est ça. Ça continue absolument. Vraiment, quoi. Il y a toujours un effort qui est toujours donné, parce que on a moins cette impression-là. Enfin, parce qu'on en parle moins aussi. Mais vous sentez, parfois, est-ce que vous avez déjà senti un effet d'entraînement du cinéma sur la science, ou vice versa? À tout niveau, hein, spectateur, scientifique. Un film marche bien, donc du coup l'année d'après les budgets augmentent, c'est ça tu veux dire? Regarde, 2001, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait. Vaut mieux faire une grande découverte ou avoir un prix Nobel, hein, c'est efficace. C'est sûr, ça peut aider. Le film de fiction, il faut quand même qu'il soit assez qu'il repose sur des bases solides. Si c'est trop farfelu, bon, c'est pas forcément un bon avocat pour la recherche scientifique. Hein, donc, mais ce qui est certain, c'est que on fait des découvertes formidables maintenant. Donc, de plus en plus, surtout dans le spatial, avec les exoplanètes, et puis aussi la découverte des photos de l'univers. Une exoplanète encore découverte la semaine dernière. Oui.
Vous me faites ma transition, c'est magnifique. Mais c'est splendide. Bientôt, je vais vous faire des cadeaux parce que effectivement, c'est ma transition. On va écouter juste un petit son, puis on va finir l'émission avec les exoplanètes justement. Une autre Terre. La NASA a su trouver les mots pour attirer l'attention sur sa nouvelle découverte. Voici Kepler 452b, une exoplanète au profil très proche de la nôtre, décelée par son performant télescope Kepler. Elle a une taille à peu près semblable à la Terre, elle est un peu dans mon point, 2 fois plus grosse. Et 2, elle tourne autour d'une étoile semblable à notre Soleil. Comment ça marche? Michel Chevalet. Le mode d'emploi. Le mode d'emploi? Ah, je n'ai pas le mode d'emploi, moi. Mais c'est vrai que bon, on a biberonné aussi avec Michel Chevalet, qui nous faisait découvrir les Ariane, démonter ça avec ses petites maquettes. Et c'est vrai que alors c'était un reportage de CNews, faut citer ses sources. Et c'est vrai que cette fameuse exoplanète, une des dernières annonces de la NASA, ça nous donne un vertige. Encore une fois, j'ai utilisé souvent le mot, mais absolument incroyable. Alors il y a Stephen Hawking qui disait notamment, c'est dangereux de faire de l'exploration spatiale. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Non, mais c'est comme le mariage. Ouais. je me suis pas marié, pas encore. Mais je veux dire, c'est vrai que cette question-là, dans un sens, cette précaution-là, évidemment, on se la pose quand on part faire ces recherches-là. Mais quel regard vous avez dessus? Un regard d'enfant curieux. Donc pour nous, c'est important, comme je l'ai déjà dit, d'avoir la première évidence d'une vie extraterrestre. Sur Mars, par exemple, il faut que la vie soit un peu différente de la vie terrestre, sinon vous allez me dire, c'est pas un vrai numéro 2, vous n'avez fait que démontrer la panspermie, puisque Mars a été habitable plus tôt que la Terre, donc nous serions tous martiens, nés sur Mars et apportés sur Terre. Bien sûr. Et pour les exoplanètes, je suis déjà né en Mars, ça peut aider. Quelquefois, on a l'impression que la vie existe ailleurs, puisqu'il y a des gens qui paraissent vivre sur une autre planète. Mais enfin, ça, c'est un détail. J'ai vu un petit proverbe aussi, c'est pourquoi se force-t-on à chercher une forme de vie intelligente ailleurs? Il faudrait déjà la trouver sur Terre. Et donc, pour les exoplanètes, pour nous, c'est vraiment la quête de ce vieux rêve humain, de savoir s'il existe une vie ailleurs, et donc la recherche de décors similaires au décor terrestre qui a permis l'apparition de la vie. Et donc actuellement, les astronomes ont découvert près de 3600 exoplanètes, donc c'est énorme. On voit surtout les grosses planètes, celles qui font bouger un petit peu l'étoile, et le mouvement de l'étoile est peut-être perçu par les télescopes. Mais on voit surtout les grosses planètes qui font beaucoup bouger l'étoile. Et l'autre méthode consiste comme le télescope Kepler, de voir la petite éclipse qui se produit lorsque la planète passe devant l'étoile. Et donc là, on a moins de planètes, mais on voit des petites planètes qui passent souvent devant l'étoile, mais l'étoile est moins chaude que le Soleil. Donc on a une quarantaine de planètes maintenant, d'exoplanètes qui pourraient avoir des océans. Donc ça nous conforte dans notre recherche. On est quasiment... Alors, pour savoir si ces planètes sont habitées, on ne peut actuellement que analyser l'atmosphère. Et donc, s'il y a dans l'atmosphère du CO2, de l'oxygène et de la vapeur d'eau, on pense que sur cette planète existent des micro-organismes. Alors, nous ne recherchons pas des petits bonhommes verts qui cracheraient de l'oxygène, mais on recherche essentiellement des bactéries qui pratiquent la photosynthèse avec libération d'oxygène. Rebecca. Oui, comme Curiosity par exemple, puisque il y a un projet qui était géré au CBM par Française Vestal. Ouais. Et moi je connaissais une des chercheuses qui, à 5h du matin, elles ont assisté en fait à l'atterrissage de Curiosity. Ouais. Alors Curiosity, le robot qui est sur Mars. Hein. Oui, non mais moi j'ai trouvé ça. Pour moi, j'étais à l'accueil, elle me raconte ça, elle me dit oui, j'étais là à 5h du matin ce matin, mais c'est excellent. Mais oui, c'est la recherche de micro-organismes, même de nano-organismes. Oui, absolument. Est-ce que vous pensez que le cinéma un jour il arrivera à rendre, je vais pas dire spectaculaire, mais c'est pas un gros mot comme j'emploie, mais rendre spectaculaire ça, c'est-à-dire découverte de micro-organismes sans passer par le tourisme des petits hommes verts, des aliens, et de Godzilla. Ouais, vous pourriez soumettre ce scénario à un cinéaste, donc je pense que la science se raconte comme à la manière d'un conteur.
le soir à la veillée. Donc ça m'arrive quelquefois d'aller chez les gens de raconter ce que je vous raconte là. Mais ça pourrait faire l'objet d'un film, hein, donc sur des bases scientifiques. Bon, nous avons des films de vulgarisation, mais pas des films grand public. Donc on fait bien des films maintenant sur les concours d'éloquence, donc on pourrait faire des films sur la recherche de bactéries extraterrestres. Qui est en salle, qu'on conseille. Et alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé, avec les minutes qui nous restent, de voir une planète dans un film de science-fiction et dire non, ça c'est absolument pas possible, ça ne tient absolument pas la route. Moi, par exemple, je vous le disais dans le mail en préparant l'émission, Tatooine, j'ai toujours été étonné qu'il y ait une atmosphère alors qu'on ne voit pas un seul arbre sur cette planète, ni même une flaque d'eau. Ah oui, mais là, on est dans le détail, là. C'est clair. Ah, il y a des fans de Star Wars, notamment Mathieu qui était venu nous voir l'an dernier pour le club de Sable Laser, qui je pense peut se la poser cette question-là. Ouais, je crois qu'il faudrait qu'il y ait de l'eau quand même. Par contre, avant de venir, j'ai vu un article où les auteurs craignent que sur ces exoplanètes habitables, il y ait trop d'eau et pas assez de terre ferme. Et donc, comme déjà dit, on pense que pour que on puisse détecter la vie, il faut qu'il y ait comme de la terre ferme. Il faut de l'eau, mais aussi de la terre ferme, parce que même les bactéries qui produisent, les cyanobactéries qui produisent de l'oxygène, elles sont quand même sur la terre ferme. Sinon, on retombe avec un scénario à la Solaris, Stanislas Lem, l'océan géant sur une planète sans aucune terre. Oui, c'est pas bon. Non. C'est un très très bon livre, qu'on conseille vivement. Rebecca, oui. Re-question, parce que j'avais parlé aussi avec une chercheuse, elle m'avait dit en fait qu'il y avait de l'eau on en a parlé sur Rosetta. Oui. Voilà, mais par contre, il y avait débat en fait avec des scientifiques qui pensaient que, étant donné que c'était pas la même c'est pas la composition au niveau des dosages de l'eau, et moi ma collègue m'a dit à l'époque, elle me dit mais c'est comme du café, en fait ça dépend comment il est servi, s'il est plus dilué ou moins dilué. Non mais c'est une métaphore, mais voilà, pour elle il y a de l'eau, mais pour certains chercheurs c'est pas de l'eau. Alors je voulais avoir votre point de vue. C'est sur la comète, c'est de la glace, ça c'est clair. Oui. Il y a pas d'eau à l'état liquide parce que comme il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de couvercle pour maintenir l'eau s'évapore. Donc c'est les grains de glace qui sont éjectés de la comète. Et au niveau de la composition de l'eau, c'est pour ça. Alors la composition, absolument. Donc effectivement, on dose l'eau des océans et on se pose la question toujours d'où vient cette eau. Et une hypothèse vraisemblable, c'est que l'eau provient des comètes. Et alors on avait des comètes, il y a deux grands réservoirs de comètes dans le système solaire. Il y a un réservoir très lointain qui est au bord du système et un réservoir plus près. Et on avait des comètes qui venaient du réservoir le plus lointain et ça collait pas du tout. Le dosage ne colle pas. Et donc on avait des comètes qui venaient du réservoir plus près, ça collait bien. Et on s'est dit, l'eau des océans provient des comètes qui sont dans ce réservoir qui est plus proche du Soleil. Mais malheureusement, Rosetta vient du réservoir proche et ça colle pas du tout. Donc il faut revoir la copie. Mais ça, c'est la science. Hein. La science, c'est que c'est pas le doute permanent, c'est l'absence de certitude. On avance une hypothèse et on sait très bien que demain, vous pouvez venir avec une meilleure hypothèse qui est basée sur des faits plus récents. C'est plus hypothétique ça que ce soit nous. Et qui nous oblige à réviser notre copie. Alors, par exemple, on pensait que les grosses planètes Jupiter et Saturne s'étaient formées là où elles sont. En fait, elles se sont formées près du Soleil. Elles ont migré au début du système solaire vers leur position actuelle. Donc ça, on le sait en regardant les grosses planètes qui sont autour des autres étoiles. C'est passionnant et je suis même désolé de devoir un peu vous interrompre parce qu'il nous reste que 50 secondes. Et effectivement, Hervé, bien joué. Il nous reste 50 secondes et en un mot, je vais vous demander si vous croyez à l'existence du sable laser. C'est une bonne question. Alors, c'est une question qui nous trépigne tous, mais non, on va en profiter avec nos 30 dernières secondes plus sérieusement pour vous remercier très chaudement. On a passé un super moment et j'espère que devant les postes de radio, c'était le cas aussi pour vous. Vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. Il y a 3600 exoplanètes, on n'a pas fini d'en parler. Oui, absolument. J'adore la radio parce qu'on a vraiment le temps de dire ce qu'on a envie de dire et que c'est un moment de privilégié de communication. On a été très heureux de vous écouter et on a appris plein de choses. On vous donne rendez-vous demain matin pour BONco 11h avec des bandes annonces des bandes son de films de science-fiction. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir.